RTI 1, la chaîne qui rassemble. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Ce que faudra que tu feras, je tomberai à ta place. Le seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. La femme doit commencer les premières consultations prénatales au premier trimestre de la grossesse. Mais dès qu'elle constate l'absence des règles, elle doit chercher à rencontrer un professionnel de la santé en vue de faire le diagnostic de la grossesse, de son siège, et puis d'établir un programme, un plan de surveillance de cette grossesse-là. C'est l'infirmier, c'est la sage-femme, c'est le médecin, c'est le gynécologue. Dans les hôpitaux de premier contact, ensuite les hôpitaux généraux et enfin l'hôpital de référence qui est le CHU. Bien avant, il y a les CHR, les hôpitaux régionaux. Mais souvent, ces étapes ne sont pas respectées et ces patientes nous parviennent directement ici, ce qui fait que nous sommes parfois débordés. Ici, c'est le premier accueil après l'entrée au niveau de la vigile de la gestante, de la parturiente. La parturiente, c'est la femme qui est en travail. Donc, elle arrive ici et elle est reçue directement par une sage-femme qui va l'interroger et qui va l'examiner en première intention. Et après l'examen de la sage-femme, le médecin maintenant pourra faire son examen. Déjà, à ce stade, la sage-femme fait le dossier de la gestante que nous recevons. C'est l'étape d'enregistrement dans le dossier. Et tous les éléments sont consignés dans un dossier médical. Tout cela pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Et enfin, on va l'installer dans un box en vue de l'examen médical fait premièrement par la sage-femme, ensuite par le médecin. Maintenant, la sage-femme va procéder à l'examen clinique de la gestante ou de la parturiente, c'est-à-dire la femme qui est en travail. Donc, elle apprécie les œdèmes des membres inférieurs, elle apprécie la présentation de l'enfant, si l'enfant vient par la tête ou bien s'il est en siège. Et là, elle va mesurer la hauteur utérine. L'utérus, c'est l'organe dans lequel est couché le bébé. Et donc, plus cette hauteur-là est grande, plus l'enfant aussi sera gros. Donc, cela va estimer un tant soit peu le poids de l'enfant qui va venir. Elle mesure le périmètre qui passe par l'ombilic, qui permet aussi de voir si l'enfant est gros ou s'il est petit. Voilà. Voilà un peu l'examen. Elle va écouter les bruits du cœur de l'enfant après avoir localisé
la tête, le dos du bébé et elle localise ce bruit-là dans le cadran inférieur de l'abdomen. Elle écoute et elle compte. Le bruit du cœur de l'enfant, normalement, c'est entre 120 et 160 battements par minute. C'est très rapide. Alors que pour la mère, c'est autour de 80 à 90 battements par minute. En tant que sage-femme, mon rôle est de rassurer la patiente dès son entrée. Parce que pour une femme qui rentre dans une salle d'accouchement, qui entend les pleurs des autres femmes, les cris des autres femmes, elle est tout de suite stressée. Elle a peur, elle se demande ce qui l'attend. Donc, en tant que sage-femme, tout de suite, je dois la rassurer, bien l'accueillir et l'installer, lui donner quelques conseils pour le travail, le déroulement du travail, la rassurer en quelque sorte pour lui dire que tout va bien se passer. La plus grande difficulté, c'est chez les primigestes, c'est-à-dire celles qui accouchent pour la première fois. Elles ne savent pas comment se comporter, elles ont peur, et surtout même au moment de l'expulsion. Elles ne savent pas comment le faire. Et nous, en tant que sages-femmes, nous essayons de les rassurer d'abord et leur montrer comment le faire calmement pour donner vie à un enfant avec un bon abgar, en bonne santé. Et donc, nous essayons de les rassurer, de les calmer quand elles sont agitées et nous leur montrons comment elles doivent pousser. Et généralement, ça marche. Face à une femme qui refuse de pousser, parce que non, madame, j'ai trop mal, je ne peux pas pousser, laissez-moi, je ne peux plus rien faire. Mais non, tu ne vas pas lui sourire en ce moment-là pour dire non, il faut pousser. Là, tu serres la mine, tu deviens méchante. Parce que la vie de l'enfant est en danger. Tu fais comprendre à la mère qu'à cet instant-là, si elle ne fait rien, elle peut perdre son enfant. Là, tu changes de mine pour effrayer un peu la dame. Et c'est dans ce cas qu'on dit la sage-femme est méchante, elle a crié sur moi, elle est comme ça. Mais quand on le fait, je veux dire au moment à tous nos parents que c'est dans le bien de l'enfant et la femme. Et puis tu pousses, hein? Comme regardez, tu es prête? Hein? Allez, vas-y, pousse, voilà, voilà, continue, voilà, pousse, 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 un peu encore, voilà, pousse, 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 encore, pousse, vas-y, un peu de courage, hein? Je voudrais pouvoir tout savoir, te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. Mon seul désir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert La sage-femme aide la femme à donner naissance. Donc, quand une femme rentre en travail et qu'elle vient en salle d'accouchement, tout peut se présenter. Toutes sortes de complications peuvent se présenter. Vraiment, la sage-femme fait tout son possible pour réanimer l'enfant, pour que l'enfant reprenne vie. On appelle les pédiatres. Nous pouvons passer près de 30-45 minutes sur l'enfant en train de le réanimer. Il y a des fois où ça marche. Il y a des fois où malheureusement ça ne marche pas. Mais dans tous les cas, retenez qu'on fait tout notre possible pour réanimer l'enfant, pour que l'enfant reprenne vie. Donc quand la femme accouche, vraiment la sage-femme est heureuse. Elle est heureuse parce qu'elle vient d'aider une dame à donner naissance, à donner vie. Et quand tu vois l'enfant dans les bras de la mère, l'enfant pleure, la mère aussi est heureuse, elle voit son enfant en bonne santé. Franchement, nous sommes soulagés, nous sommes contentes, nous sommes rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de cas de décès au cours de l'accouchement. Même après l'accouchement, des cas d'hémorragie où la mère ne s'en sort pas. Et donc, quand nous sommes devant un cas où la mère s'en sort et l'enfant également, pour la sage-femme que je suis vraiment contente. La vie des mères est une préoccupation pour nous. Et une mère qui vient donner la vie ne doit pas mourir. Et ici au CHU de Cocody, c'est notre slogan. Et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit une réalité. Nous demandons aussi à ces mères de faire l'effort, de venir en consultation le plus tôt possible. Et dès le moindre signe d'alerte, qu'elles se rendent dans le centre de santé le plus proche.
Et si elles n'ont pas pu joindre ce centre de santé, qu'elles viennent au CHU de Cocody, nous allons les recevoir. Pour une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher, elle doit savoir que si son bébé ne bouge pas bien, elle doit venir. Si l'eau verse, elle doit venir en salle de naissance. Si elle a la fièvre, elle ne doit pas rester à la maison. Si elle saigne, elle doit venir. Quand elle sent qu'elle a les contractions, c'est-à-dire des douleurs dans le dos, ou dans le pied, ou dans le ventre, il s'agit des contractions utérines. Cela voudrait dire qu'elle va accoucher. Elle doit venir le plus tôt possible afin que son accouchement se passe dans de bonnes conditions. Et je le répète, une femme qui vient accoucher ne doit pas mourir. Elle doit non seulement vivre pour éduquer son enfant qui vient de naître, mais aussi pour s'occuper de ceux qui sont nés et qui ont besoin d'un suivi jusqu'à ce qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et chaque mois, nous avons des réunions avec les maternités périphériques, celles qui nous évacuent, et nous échangeons. Nous discutons comment améliorer la prise en charge des gestantes pour qu'ensemble, nous arrivions à donner la vie dans de bonnes conditions et que les mères sortent ici avec le sourire. Voilà pourquoi nous faisons ces réunions-là. Et nous espérons que cela va s'étendre à beaucoup de maternités qui ne participent pas encore, mais qui sont un peu plus loin peut-être. Mais nous espérons que ces maternités-là viendront à nos prochaines grands staffs et nous aideront à améliorer la prise en charge de nos parturientes. Nous leur montrons comment elles doivent pousser. Et généralement, ça marche. Quand ça ne marche pas aussi, on essaie de recourir au médecin qui vient aussi constater. Et quand généralement, il n'arrive pas aussi à faire accoucher la dame, nous posons ce qu'on appelle une indication de césarienne pour passer à l'accouchement par césarienne. Dans ces cas de figure, ça veut dire que la dame ne peut pas accoucher par voie basse. Et il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être le bassin qui n'est pas bon, ça peut être l'enfant qui est trop gros, ça peut être une disproportion fœtale. Il y a plusieurs causes qui font qu'au moment de l'expulsion, la dame n'arrive pas à accoucher par voie basse. Et selon l'indication, on passe à la césarienne. Nous sommes dans un box d'accouchement. Nous avons 2 femmes qui sont en travail. Et là, juste à côté, nous avons des kits opératoires qui sont gratuits. Et quand la femme doit être opérée, on lui prescrit et les parents se rendent à la pharmacie du CHU. Et après avoir rempli certaines formalités, le kit leur est délivré de façon gratuite et les parents amènent le kit. Et une fois que le bloc opératoire est disponible, ces femmes sont opérées les unes après les autres. Actuellement, nous avons 2 blocs opératoires qui fonctionnent 24 heures sur 24. Mais nous ne pouvons que prendre 2 femmes à la fois. Donc nous saisissons l'occasion pour remercier les pouvoirs publics qui ont fait l'effort de mettre en place une politique de gratuité qui est un soulagement pour nos populations. Et quand une parturiente ou bien une femme qui vient accoucher arrive, nous évaluons son état. Ce qui fait que c'est celle qui pose le plus de problèmes, le problème le plus urgent que nous voyons en premier, même si elle est venue en dernière position. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Et cela fait que d'autres peuvent penser qu'on les néglige pendant quelques minutes. Il n'en est rien. Tout le monde est pris en charge. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie. J'ai une dame qui avait été opérée avant pour une césarienne. Et cette fois-ci, nous l'avons opérée parce que la position de l'enfant n'était pas favorable à un accouchement
par voix basse. Et donc l'intervention se déroule bien. Il y a 20 ans. Tu habites où? Et ça, beaucoup. À Bobo, quel quartier de Bobo? Ça m'a fait vers où? Et c'est laissé maintenant. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire organise une grande campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette distribution se fera en 2 phases. La première phase aura lieu en octobre 2014 dans les régions du Bélier, du Cavali-Guémont, du Béquet, du Go, du Hambol, du Haut-Sassandra, de l'Indénié-Djouablin, du Kabadougou-Bafing, Folon, du Lodjibois, de la Maraoué, du Inzi-Ifou, du Tampi, du Sud-Komoué, du Gokié-Nawa et de l'Agnébi-Tiassamé. Pour cette campagne, des agents passeront dans les ménages du 9 au 18 octobre 2014 pour enregistrer les familles devant recevoir ces moustiquaires. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et ses partenaires. Infoline 22 40 97 27. Le ministre des Transports informe les usagers du service public que les centres de gestion intégrés en charge de l'édition des titres de transport routier sont opérationnels dans les communes de Cocody, précisément à Angré 8e tranche, et Yopougon dans les locaux de l'ex-Sonatété, non loin du nouveau camp de la BAE. Il rappelle que les centres de Boaké, Yamoussoukro, Daloa, Korogo, Odiéné, Man, Gagnoa, Soubré, San Pedro, Abangourou et Aboisseau sont également ouverts. Pour toute information complémentaire, chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. J'ai gagné la somme de 100 000 francs. J'ai gagné une somme de 100 000 francs. Et j'ai gagné la somme de 100 000 francs. Faites comme moi, vous pouvez gagner mieux que moi aussi. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai participé au jeu SMS Magique et j'ai gagné la somme de 200 000 francs. Je viens de remporter cette giga somme de 500 000 francs CFA. SMS Magique! C'est vraiment magique! Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Le plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. J'aimais beaucoup les bébés. Et comme me dit la sage-femme, son rôle, c'est d'aider une dame à donner naissance, à donner vie. Ça m'a tout de suite plu. Et aussi, il y a le nom sage-femme qui m'a plu.
Quand on dit que tu es une femme sage, c'est déjà bon à entendre. Tu as envie d'aller vers cette personne pour qu'elle te donne des conseils. On dit que tu es une femme sage. Ah, c'est un gros mot. Donc, voici ces deux éléments qui m'ont attirée. Et tout de suite, j'ai voulu être sage-femme. Depuis l'école primaire, j'ai dit que dès que je sortais, je serais sage-femme. Et je dirais que par la grâce de Dieu, mon vœu s'est réalisé. Dès que je suis sortie des cours secondaires, après le bac, je veux dire, je suis tout de suite entrée à l'école de sage-femme. Et vraiment, j'exerce ce métier avec passion. Je l'aime, j'aime ce métier. Et chaque fois que je dois venir au travail, c'est une joie pour moi d'être au milieu des bébés, des mamans. C'est la pouponnière. C'est ici la salle de réanimation des nouveau-nés. Nous avons 2 tables de réanimation des nouveau-nés. Et une fois le nouveau-né hors de danger, il est accueilli dans l'un de ces berceaux. Une fois la réanimation du nouveau-né achevée, la sage-femme va le déplacer pour l'installer dans l'un des grands berceaux, comme vous le voyez. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné. La mère et l'enfant sont au centre de notre préoccupation. Et après l'accouchement, quand un bébé présente des difficultés, nous continuons la prise en charge. Mais c'est à un autre niveau. Nos collègues, les pédiatres, savent le faire. Nous le transférons en pédiatrie, précisément en néonatologie, où on s'occupe des nouveau-nés et des spécialistes formés pour font le travail matin, midi et soir, comme nous aussi en salle d'accouchement. Et c'est cela notre mission. Et cette mission, nous allons tout faire pour l'accomplir tous les jours de notre vie. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Tu feras tomber à ta Afin de ne pas confondre les bébés, chaque bébé est étiqueté, le nom de la mère est marqué sur chaque bébé. Les étiquettes bleues, ce sont les bébés de sexe masculin et les étiquettes roses sont les bébés de sexe féminin. Il y a des fois où malheureusement ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vraiment c'est difficile pour nous d'annoncer cela à la mère. Généralement on ne le fait pas, on l'annonce aux parents et on attend, on demande aux parents d'attendre à ce que la femme rentre calmement à la maison pour lui annoncer le décès. Et il faut dire que ce n'est pas facile pour nous quand cela arrive. Nous ne le souhaitons même pas. Pendant le travail, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. D'autres ne se maîtrisent pas, d'autres ne se contrôlent pas, d'autres sont, je dirais, insupportables. Mais on essaie de faire avec parce que, en tant que mère aussi, nous connaissons la douleur au cours de l'enfantement. Donc, on essaie de les supporter. Ne condamnez pas toujours les sages-femmes dans leur action. Cherchez plutôt à comprendre quand elles le font, pourquoi elles le font. Nous sommes là pour aider à donner vie, à donner naissance. Sans elles, nous ne pouvons pas pratiquer le métier de sage-femme. C'est parce qu'il y a des gestantes qu'on pratique le métier de sage-femme. Donc, nous travaillons ensemble en collaboration. Nous avons besoin d'elles, elles ont besoin de nous. Nous recevons toujours, même quand nous sommes débordés, nous recevons avec sourire. Quand nous sommes dans des situations d'extrême, nous continuons toujours de recevoir avec sourire. C'est pourquoi nous invitons toute la population à nous accepter, à contribuer à la meilleure prise en charge, en étant indulgent, en étant patiente, en attendant son tour. Et que chacun puisse faire l'effort de venir au CHU de Cocody en respectant un minimum de règles par rapport au fonctionnement du service. Bon, mais ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous.
Ça fait combien d'années vous souffrez de mal de bas-ventre? Bon, c'est depuis le dimanche que ça a commencé. Ça fait une semaine. Mais avant ça, vous n'aviez pas mal? Oui, il y avait pas mal. D'accord. Vous avez mangé à midi? Non, pas comment. Vous n'avez pas encore mangé? Vous avez vomi? D'accord. Et vous avez le vertige? Vous n'avez pas de vertige, c'est seulement le mal du bas-ventre. Vous êtes très anxieuse là? Non, ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Actuellement, je dois passer à l'examen clinique de la malade. Donc, tout à l'heure, elle va se divertir et puis nous allons l'examiner au niveau gynécologique. Voilà ce que nous avons à faire. Les femmes, nous leur recommandons de ne pas prendre des médicaments que nous ne maîtrisons pas. Parfois, on dit c'est un médicament traditionnel. C'est vrai. Mais elles boivent ces médicaments qui parfois ont des complications sur le bébé. Et une fois arrivé au CHU, l'enfant a déjà pris un coup et nous sommes amenés à intervenir sur un bébé qui, le plus souvent, est déjà parti. Donc nous demandons à ces femmes qui viennent accoucher de nous faire confiance et de venir le plus tôt possible en salle de naissance, en salle d'accouchement. Et nous nous occuperons d'elles. Voilà, merci de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale, une autre qui s'ouvre pour vous en tout cas. Aujourd'hui, jeudi, notre invité n'est autre que le pédiatre, professeur Raouli. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un bel élément qu'on vient de voir. Absolument. Sur le chemin de la vie. Absolument. Ces bébés-là, une fois nés, il faut bien les protéger contre la grippe. Et en ce moment, ce mois d'octobre, on va dire, c'est une saison qui, c'est pas une saison normale, je veux dire, de pluie. Mais bon, il pleut en ces moments-là. Et que faire pour que les enfants puissent ne pas avoir la grippe, la fièvre? Et vous êtes là justement pour conseiller ces mamans-là qui viennent d'avoir leur nouveau-né. Oui, alors c'est agréable d'avoir suivi déjà cette émission. Et je vous disais que nous sommes le service après livraison. Les pédiatres. Voilà, le service après livraison. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez vu, l'enfant était sous l'eau. Sous l'eau. Oui. Et là-bas, en immersion totale. Là-bas, on ne respire pas. Et il y a un rideau qui sépare les narines de la gorge. Et à la naissance, quand l'enfant crie, d'accord. On va faire juste quelque chose. On va juste aller, encore une fois, à la réclame, revenir le temps de gérer un tout petit souci. Admike ndoro ya donné ses côtés faut stambolo bilen hani sanji nana sisan ati faut nafa nya gan depuis jamana konobi. Les gars, moi ça fait 8 ans que je tente de partir. C'est pour ça qu'on m'appelle le doyen. Dis donc, il va pas bien ton copain? Ça fait 4 mois qu'il est bloqué ici et moi presque 8. On a écrit à son frère à Bako, on n'a pas eu de réponse. Mais kaso de la ya, ndumina fraya. Eh tigala, nyamuka uye pla kaso la. Tamara est mort. T'as compris, il est mort. Tu vas mettre les gendarmes et les douaniers. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Boucla. Bako, l'autre rive. Votre cinéma africain à voir ce samedi 18 octobre à 10h30 sur RPI 1. Les sociétés traditionnelles gabonaises ont toujours été symbolisées par le beau. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les tresses, les coiffures, les bijoux, les colliers, les parures et autres ont toujours été originaux et colorés. C'étaient des signes extérieurs de beauté, d'élégance et de finesse. Les hommes gabonais d'antan, comme le rapportent les historiens, étaient d'excellents tisserands qui confectionnaient des vêtements composés d'écorces d'arbres ramollis, battus et assouplis,
ou alors en fibres végétales tissées telles le raffia, le roseau de fibres d'ananas. Par la suite, les premiers pagnes en étoffe issus du troc firent leur apparition. Chez les femmes, au-delà des tresses traditionnelles, les coiffures étaient un élément de distinction sociale, par exemple entre dames et demoiselles, et femmes ou filles de rang social élevé. Ces coiffures réalisées parfois pendant des heures ou des jours étaient rehaussées par des colliers de perles, des bracelets, des boucles d'oreilles en cuivre, en ivoire ou en couré. Parfois, quelques épingles disparaissaient dans le feuillis du monument chevelu. Une autre mode consistait à porter le chignon obliquement, avec de grosses touffes de cheveux au-dessus de l'oreille. Les hommes gabonais n'étaient pas en reste. Les parures masculines étaient très prisées, avec notamment des coiffures modelant les cheveux, des couvre-chefs, des chapeaux ornés, des longs colliers en fer ou en cuivre. Enfin, à l'opposé d'autres civilisations africaines, les femmes gabonaises se maquillaient peu. Les rares moments, c'était lors des cérémonies traditionnelles spéciales de danse, de commémoration ou d'initiation. Voilà, alors le professeur Aouli est toujours en notre compagnie. Je rappelle qu'il est pédiatre. Et avec lui aujourd'hui, nous parlons de protéger les enfants pour cette saison de pluie, pour éviter justement qu'ils aient la grippe et autres maladies. Et on faisait un rapport avec cet élément sur le chemin de la vie qu'on avait eu. Vous avez dit, quand ils sont dans le ventre, ils sont en immersion. Ils sont en immersion et ils ne peuvent pas respirer. Donc il y a un rideau qui sépare les narines et la gorge. Et quand ils sortent, qu'ils crient, ce rideau saute. Mais le point d'insertion de ce rideau sécrète. Et quand ça sécrète, ça ne vient pas à l'extérieur, mais ça va à l'intérieur. Et c'est pour cela que quand le bébé est couché, quand il respire, ça fait croc, 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 croc. Même quand il tète, ça fait croc, 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 croc. Et ça ne faut pas s'inquiéter pour ça. Ben là, non, non. Mais ça l'empêche parce que les sécrétions restent à la gorge et ça l'empêche de manger. Vous voyez? Et il éternue énormément. Et à partir de ce moment-là, il faut faire attention parce que si vous mettez le parfum sur lui, qu'il éternue, ça signifie que ça accélère les sécrétions. Il faut donc faire attention. Il y a un certain nombre de choses. Il y a le parfum, il y a le ventilateur, il y a l'encens, il y a même les insecticides et tout ça qui peuvent entraîner cela. Et une fois qu'il a ça, quand il éternue, et la climatisation? Le climatiseur aspire la poussière. Voilà. Quand il éternue, il a les oreilles bouchées. Mais lui, il ne s'est pas baillé et il ne s'est pas arrangé. Et c'est pour cela que déjà, à partir de 3 mois, il est tout en train de toucher les oreilles. Parce que quand c'est comme ça, soit il a des démangeaisons, soit il a alors une infection. Quand il a une infection, il pleure toute la nuit. Quand il a des démangeaisons, il est tout le temps en train de toucher les oreilles. Vous voyez? Et alors, chaque fois qu'il pleut, ben c'est froid, et à ce moment-là, ça s'accentue. Ce qu'il y a, c'est que à partir de 1 an, si les sécrétions deviennent maintenant purulentes, si ça ne coule pas à l'extérieur, l'enfant a eu la laine fétide. On dit sa bouche sent mauvais. C'est parce que les sécrétions restent à l'intérieur et ne viennent pas à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand vous voyez que c'est véritablement bouché, il faut essayer de nettoyer. De nettoyer parce que pour téter, il bloque la respiration. Et si la respiration elle-même est bouchée, vous voyez un peu ce que... Voilà. Et c'est pour ça que... D'accord. Maintenant, en ces périodes de pluie, comment est-ce qu'on doit gérer l'environnement à la maison pour éviter justement qu'ils ne prennent soit la grippe ou le rhume? Voilà. Alors, dans ces cas, il ne faut pas le mettre à l'air. Il faut le cacher. Tout fermer. Tout fermer.
tout fermé, parce que moi-même qui suis ici, chaque fois qu'il pleut, quelle que soit l'heure, je me lève, je mets ma main sur la tête, je dis je suis foutu, ils vont venir éternuer au cabinet et puis et tousser. Vous voyez? Donc dès qu'il a plu, il y a énormément dans la salle d'attente d'éternuement, de toutes sortes de signes dans ce sens. Et actuellement, le paludisme vient s'ajouter. Donc vous voyez cet enfant qui d'un seul coup arrive à une température à 39, 40. Oui, mais les narines sont bouchées. Et ce qu'il y a, c'est que quand les narines sont bouchées, que l'enfant veut tousser, tout s'accentue entre 1h du matin et 4h du matin. Voilà. Pourquoi? Parce qu'entre 1h du matin et 4h du matin, quand nous sommes couchés, toute l'eau du corps s'accumule. C'est pour ça que notre bouche coule. Alors si ça s'accumule au niveau de l'ORL, ben, il ne peut pas respirer, il va pleurer toute la nuit. Si ça s'accumule au niveau des bronches, il va tousser. Au niveau des intestins, il va faire la diarrhée, etc. etc. Donc il faut vraiment bien le couvrir, le protéger. Fermer les fenêtres. Fermer les fenêtres pour qu'il puisse véritablement être à l'aise. Mais tout s'accomplit la nuit. Et quand il est enrhumé, l'alimentation est ralentie. Évidemment, il ne peut pas bien manger. Et vous avez dû remarquer que quand il tète, c'est du travail parce qu'il transpire. Il transpire. Il bloque la respiration, il tète. Et c'est pour ça qu'il tète un petit peu. Il dort un petit peu. Il tète un petit peu. Il dort un petit peu. Et vous, vous êtes pressé. Et quand vous enlevez, vous demandez est-ce que j'ai fini et puis tu t'en vas. Et alors, ça fait des histoires. Alors, donc, on retient que la chambre de l'enfant doit être en cette période-là toujours fermée. 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 Les vêtements, toujours chauds. Chauds. Mais quand il se met à marcher, alors là, ça, c'est de bouger. Et tu ne peux pas le fermer. Au contraire, il veut aller sous la pluie. Et c'est ça, la bagarre. Il veut aller sous la pluie. Et là, il arrive, il est complètement enrhumé, et puis la situation est terrible. Vous le voyez en train de gesticuler, de tourner sous la pluie, mais la nuit, entre 1h du matin et 4h du matin, il se lève, il se met à pleurer, et vous constatez qu'il est complètement enrhumé. C'est ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas faire dormir les enfants sous ventilateur. Non, là, le ventilateur, non seulement ça va créer le froid, mais ça va brasser la poussière. Et en ce moment-là, tout s'accumule. Je dis actuellement, quand il pleut, ceux qui sont en danger, ce sont vraiment les bouger. Bouger, c'est à partir de quelle heure? Mais à partir de dès qu'il commence à marcher. Ah ouais. Dès qu'il commence à marcher, la preuve c'est que quand vous le donnez à manger, quand il a pris une bouchée, il s'en va se promener. Et c'est le manger qui le poursuit. Et alors, dès qu'il pleut, comme si la pluie les attire, tous ils veulent aller sous la pluie. Sous la pluie. Et même quand tu les retires de là, ils se mettent à pleurer. Et pourtant, la nuit, ils vont être enrhumés. Vous voyez? Donc, il faut les surveiller dans ce sens et puis faire en sorte qu'ils s'éloignent de la pluie. Voilà. De tout ce qui est froid. De froid et tout ce qui peut provoquer l'éternuement. L'éternument. Donc, vous avez dit les parfums. Le parfum, le ventilateur. Les fenêtres ouvertes pour éviter les coups de froid. Les insecticides, etc. Vous voyez, et du coup, il faut véritablement éviter cela parce que je vous dis, ça agit sur les oreilles. Et à partir de ce moment-là, ça peut donner soit allergie, donc il est tout le temps en train de... Et là, ça l'empêche également de dormir parce que toute la nuit, parfois, il crie d'un seul coup et vous demandez ce qui lui arrive, mais c'est des démangeaisons. Alors que si c'est une infection, il pleure toute la nuit. Alors, le fait de passer l'enfant entre les mains des différents visiteurs, les parfums et tout ça aussi, c'est des choses... Mais oui, je vous dis, quand il renifle ces produits, il réagit tout de suite parce que c'est le corps qui dit que je ne supporte pas ce que vous avez mis dedans.